Donc, bonjour, concevoir des applications résilientes en 2019. Donc, vous êtes déjà, pour la plupart, au courant du sujet. Hein. J'ai vu que la plupart des gens étaient déjà là à la conférence d'avant, qui était très bonne. Alors, au programme, déjà, pourquoi c'est important? Alors là-dessus, je vais passer assez vite. Hein. Je pense que vous avez compris l'importance du sujet. Merci à Pascal pour ça. Moi, je vais inclure ce pourquoi dans un retour d'expérience que j'ai de mon expérience chez PrestaShop. Et donc, je vais ancrer ça dans le réel. Et ça va prendre tout son sens. Je vais en profiter pour introduire des solutions. Certaines solutions haut niveau ont été décrites par Pascal. Moi, je vais vous parler d'un design pattern qui s'appelle Circuit Breaker, qui a été très rapidement introduit par Pascal, qui m'a laissé la main sur le sujet. Sa mise en application en PHP, on est au forum PHP, donc je ne vais pas vous parler de JavaScript. Et votre partie, je compte sur vous pour des applaudissements, mais auquel cas, des huées, des insultes originales, je prends tout. Aucun problème. Je suis résilient. Alors, en attendant, chez PrestaShop, donc qui ne connaît pas PrestaShop ici? Levez la main. Sans déconner. Donc PrestaShop, c'est la solution e-commerce open source française. On est dans le top 5 mondial des solutions. On est premier en Europe de l'Est, premier en Amérique du Sud. On a un parc énorme, 300 000 boutiques, dont une partie dépend de nous en termes d'hébergement, mais pas que. 30% de part de marché en France, disponible dans 65 pays, traduit en 47 langues. En gros, un écosystème énorme. Ici, le dashboard de PrestaShop, et là vous allez dire « Oh non, une présentation de PrestaShop, surtout pas !» Non, pas du tout. Ça me permet d'introduire une notion qu'on a dans la plupart des dashboards, à savoir qu'un dashboard va afficher de l'information qui provient de différents services tiers. C'est évidemment le cas du dashboard de PrestaShop, même en installation fraîche. Ce que vous pouvez voir ici, par exemple, dans les petits cadres de couleurs, c'est tout ce qui va arriver de services tiers, donc en allant appeler des appels HTTPS ou HTTP un peu partout, que ce soit des services qu'on maintient nous chez PrestaShop pour les dernières versions mises à jour, de l'information marketing, de l'aide si vous êtes connecté à notre marketplace, etc. Mais également, selon des modules tiers qui peuvent arriver, aller taper sur des API comme celle de Google Analytics, par exemple. La question qui se pose, et maintenant vous êtes assez au courant de ces problématiques-là, c'est « Ah, et si un de ces services ne répond pas, bon encore ça va, mais répond pas à temps ou après que PHP soit mort ?» Il se trouve que ça nous est arrivé fin 2017 chez PrestaShop. On a un de nos services internes qui est tombé petit à petit en carafe. Donc ça a commencé à monter en puissance. Ça, c'est, on va dire, la clé de notre succès, c'est que tout l'écosystème open source a commencé à râler, se plaindre à raison. Ça remontait. On a commencé à prendre en compte la criticité. Et la conséquence de ça, c'était plus de back-office pour notre écosystème. Alors je ne parle pas des back-office que nous, on hébergeait, c'est-à-dire en qualité d'hébergeur de solutions PrestaShop. Je parle des back-office de tout l'écosystème, c'est-à-dire ceux hébergés par les agences, l'e-commerçant moyen qui s'est pris son abonnement au VH, les nôtres. Tous ces back-office-là étaient complètement indisponibles pendant une durée indéterminée. Donc, catastrophe, évidemment, hein, problème d'image, problème pour l'e-commerçant pour aller éditer sa fiche produit, changer des produits, prendre des commandes manuelles, problème d'argent pour nous, puisqu'on peut acheter des modules et des thèmes via le back-office, donc si le back-office est inaccessible, pas de vente. Donc, effectivement, problème d'image et tout ce qui s'ensuit. Le fait de ne pas être une solution SaaS à la Shopify, c'est qu'on ne peut pas forcément intervenir chez les autres. C'est-à-dire que chez nous, on peut évidemment appliquer un patch à la va-vite et faire en sorte que, côté logiciel, d'être un peu plus résilient. Mais pour tout l'écosystème, il faut faire un effort de communication à nos agences, à toute notre communauté. Mettez à jour tel module, mettez à jour telle version. Les e-commerçants sont assez frileux pour mettre à jour leur site e-commerce parce que perte de confiance par rapport à la solution, vu qu'elle est déjà en carafe. Et donc, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, mais on est arrivé au bout de ce problème. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous n'en ont même pas entendu parler, ce qui est la preuve qu'on est arrivé au bout. Alors, la question, c'est, nous, on est arrivé au bout, on a trouvé des solutions à court terme et à long terme, et le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'à vous, ça ne vous arrive pas. Donc pour ça, différentes solutions qui vont vous aider à améliorer la résilience de vos applications. Donc ce que j'appelle la résilience, c'est la capacité de votre système à résister à des altérations de son environnement. C'est-à-dire, pour vulgariser, qu'est-ce qui se passe quand un service tiers tombe? Comment on réagit à ça? Différentes solutions au niveau de l'infrastructure. Pascal en a parlé tout à l'heure, on va dire d'un point de vue haut niveau. Vous allez pouvoir vous dire, on va tout héberger chez Google, chez AWS, chez Azure, et puis eux, de toute façon, ils tombent jamais, et donc, problem solved. En gros, on délègue la résilience technique à un tiers.
On peut le faire aussi avec des CDN pour tout ce qui est style sheet, JavaScript, des images. Hop, on va déléguer tout ça à des gens dont c'est le métier, et puis on va se dire, de toute façon, si eux ils tombent, la Terre tombe, donc du coup, on est tranquille. Et voilà. On a aussi la solution dont avait parlé Pascal, à savoir de dupliquer nos environnements, et si un serveur ne tient pas la charge, des solutions comme Trafic vont directement aller bifurquer sur un autre serveur, puis un autre serveur, puis un autre serveur, et finalement, vous allez pouvoir garantir un certain niveau de disponibilité. Parce que Google, on le sait bien, ça ne peut pas tomber. Alors, en fait, si, les services de Google tombent, Pascal en a parlé, en début d'année, Google est tombé, et les gros sites français sont tombés par effet de rebond, et ça prouve bien que déléguer cette responsabilité au niveau infrastructure, ce n'est pas forcément une bonne idée. Une autre solution pour améliorer la résistance de vos applications, et c'est sur celle-là que je vais me concentrer, c'est d'améliorer votre code PHP. C'est-à-dire qu'en tant que développeur et développeuse, c'est vous, ce n'est pas les DevOps, c'est vous qui êtes responsable de cette résilience. C'est vous qui êtes responsable de vous assurer que votre application va au moins fonctionner en mode dégradé et pas être indisponible. Pour cela, Pascal en a parlé aussi, premier conseil, si vous faites des requêtes HTTP, assurez-vous de configurer un timeout. Donc la plupart des clients HTTP et PHP gèrent la notion de timeout, même on va dire le curl en natif. Soyez malin, faites en sorte que ce timeout soit plus court que le timeout de l'exécution de PHP, par exemple. Ça a l'air tout con, mais ce n'est pas toujours le cas en fait. C'est-à-dire si vous configurez rien, PHP va mourir avant votre requête, ce qui est complètement idiot. On peut faire du code non bloquant. C'est-à-dire que cette année, notamment, on a vu beaucoup monter de librairies qui sont vraiment très stables. Donc des solutions qui vont vous permettre de mettre de côté cette application-là, essayer de faire justement tourner les 8 blocs fonctionnels et abandonner le 9e bloc de cette page des sites médias, essayer de bien fragmenter ça, structurer ça. Et ça, vous pourrez le faire seulement si votre code n'est pas bloqué par le résultat de votre requête HTTP. Et enfin, on revient toujours à cette notion de fallback, cette notion de réponse dégradée. Il va falloir toujours estimer que ça va péter à un moment donné. Il va falloir toujours être dans de la programmation défensive. Il faut prévoir une réponse dégradée. Alors, pour faire ça, une solution que je vais vous présenter, c'est le design pattern Circuit Breaker. Alors, sachez que ce design pattern, dans l'écosystème C#, Java, même Go, en fait, c'est déjà là depuis longtemps. Ça veut dire que même dans les frameworks web, c'est embarqué. Là-dessus, PHP, et j'ai été surpris moi aussi, on est un petit peu immature encore sur ces questions-là. Et je garde espoir qu'un jour, un framework comme Symfony ou Laravel embarque directement le genre de librairie que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'à mon sens, maintenant que j'ai pris conscience de tous ces problèmes, je me dis, mais en fait, ça devrait être dans la stack. Dès qu'on fait un site web, on va dépendre de plein de services et du coup, on va avoir ce problème. Donc il faudrait dès le départ que les frameworks et toute la documentation qui va avec nous mettent dans ce mindset de, d'accord, on fait appel à un service tiers, il va tomber, donc il faut prévoir un fallback. Pour expliquer ce design pattern, je vais me baser sur un petit exemple de la vie quotidienne. Donc, je pense que cette série-là, elle vous parle un peu à tous. Imaginez, par exemple, vous êtes invité chez un ami, vous arrivez à l'heure dite ou un petit peu en avance si vous êtes comme moi, et vous allez taper à la porte. Donc, ce que vous attendez, c'est un contrat social. On tape à la porte, on s'attend à ce que la personne ouvre. C'est normal, c'est comme ça, c'est attendu. Donc, c'est finalement le contrat entre un client et un service tiers. La personne ne va pas répondre. Donc, vous allez inciter, vous allez taper une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez avoir on va dire un seuil de résistance, un nombre de tentatives, et puis vous allez prendre une décision. Soit vous allez vous asseoir sur l'escalier, soit vous allez l'appeler au téléphone, soit vous allez repartir, mais de toute façon, à un moment revenir parce que vous vouliez vraiment le voir. Et à un moment, vous allez revenir, et là, la personne va vous ouvrir, et donc, d'une certaine façon, le service tiers est disponible. Quand vous avez compris ça, vous pouvez comprendre ce genre de schéma un peu complexe. Si on résume un circuit breaker, c'est une machine à état. Une machine à état qui a 3 états. Dans l'état fermé, le circuit breaker, finalement, laisse juste passer les requêtes. Tant que le service tiers est disponible, il va laisser passer les requêtes, il est absolument transparent. Dès qu'il va y avoir un problème d'indisponibilité, par rapport au nombre d'erreurs que vous aurez configurées, le circuit breaker va automatiquement retrigger des réessais. Je ne parle pas de faire un CTRL F5 dans un navigateur. Je parle de directement retrigger un appel à ce service tiers pour revérifier sa disponibilité. Des fois, pas de chance, on est tombé sur une toute petite mise à jour, ça a été redéployé, et en fait, le service est là. Passé ce certain nombre d'erreurs, où là, on est sûr que c'est vraiment down, le circuit breaker va s'ouvrir, le système va se fermer,
Et à ce moment-là, vous n'avez plus accès à ce service tiers, c'est terminé. Et vous allez avoir accès à la réponse dégradée, à la réponse que vous aurez définie directement au niveau de ce circuit. Donc à ce moment-là, le comportement que vous obtenez, ce n'est pas celui que vous attendiez, donc vous allez être assis, vous allez appeler votre collègue au téléphone, mais en tout cas, c'est un comportement que vous maîtrisez. Elle est là la différence en fait. Évidemment que ça ne va pas marcher aussi bien qu'avant. Par contre, vous avez le contrôle sur ce comportement. Et passé un certain temps, on va quand même vouloir revérifier la disponibilité du service. On essaye de retourner toujours dans le cas idéal, en fait. À ce moment-là, le système va se semi-ouvrir ou se semi-fermer, ça dépend de la documentation, et on va refaire un essai de disponibilité du service. Alors là, soit il est disponible, on revient dans le cas idéal, donc le circuit breaker se referme et le système s'ouvre, soit le service n'est toujours pas disponible, et rebelote, on va réattendre un certain temps, toujours en se reposant sur la réponse dégradée. Alors le circuit breaker, finalement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est assez simple à comprendre et à utiliser. Ça implémente deux patterns, le pattern retry et le pattern timeout, donc qui va vous permettre de définir un certain nombre d'échecs, et donc une certaine résilience déjà aux problèmes immédiats, et une notion de timeout, c'est-à-dire à partir de combien de temps on reprend le risque, ce qui va vous permettre d'être assez souple au niveau du comportement attendu et d'à quel niveau de service ou de qualité vous voulez arriver. Et surtout, et c'est ce qui change par rapport à utiliser juste un simple client HTTP PHP avec un système d'exception, c'est que ça va vous permettre de définir une réponse dégradée sans avoir à chaque fois à rappeler ce service. Donc on va économiser aussi de la latence en termes d'appel réseau. Alors, implémenter un circuit breaker en PHP, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. La chance que vous avez, c'est que des solutions existent. Vous avez beaucoup de chance, il n'y en avait pas autant il y a 2 ans. Notamment parce qu'il y en a 2 qui viennent de PrestaShop au final, qui ont été écrites entre 2017 et 2019. Alors vous allez avoir le PrestaShop Circuit Breaker, donc c'est celle qu'on utilise dans PrestaShop maintenant, ce qui fait qu'on devrait idéalement, le jour où on aura couvert tous nos appels tiers de la solution, plus tous les modules de l'écosystème, plus tous les thèmes qui feraient des appels Ajax, c'est-à-dire jamais on arrivera à avoir une application qui est complètement résistante à tous ces appels réseau qui partent dans tous les sens. C'est le but qu'on se donne, mais on n'y est pas encore. Vous allez avoir la librairie Resiliency, qui est une librairie sur laquelle j'ai travaillé, qui est un fork de la première, où j'ai pu expérimenter des choses que j'ai trouvées dans l'écosystème .NET, dans l'écosystème Java, challenger des principes, des fonctionnalités, dont on n'avait pas forcément besoin dans l'écosystème PrestaShop. Et enfin, il y avait une librairie qu'on avait eue dans le radar au moment où on a fait ce choix, qui s'appelle Ganesha, qui est là depuis 2014, qui est bien testée, mais qu'on a décidé de ne pas utiliser, de ne pas intégrer dans le CMS. En fait, la question du choix elle va se poser pour vous aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais intégrer dans mon système, sachant qu'un circuit breaker, dès que c'est dedans, ça va devenir central dans votre application, et donc vous ne pouvez pas vous permettre de vous rater. Pour nous, on avait 4 axes de réflexion. Le CMS PrestaShop en 2019, c'est toujours compatible avec PHP 5. Oui, je sais. Pas pour longtemps, on espère, mais c'est compatible avec PHP 5. Ce qui va avec ça, c'est qu'on a besoin de librairies, ou en tout cas de dépendances, qui sont capables de gérer de PHP 5 jusqu'aux dernières versions de PHP 7. Et ça, c'est compliqué à faire. On le sait, c'est notre boulot, c'est très compliqué à faire. Ganesha supportait bien PHP 5.6, commençait à avoir quelques warnings en PHP 7.2, et déjà, ça posait un problème. Donc on ne savait pas trop si on allait pouvoir contribuer à cette librairie, si les gens allaient accepter nos contributions. Pour nous, ça allait devenir critique, et donc c'était un risque qu'on n'a pas voulu prendre, tout simplement. Au-delà de ça, on a un prérequis sur Guzzle 5. Oui, je sais, c'est plus maintenu, mais nous, on l'a, et pour une question de rétrocompatibilité, on va être obligé de le garder jusqu'à la fin de la prochaine majeure. Donc à partir de là, on avait aussi une contrainte sur le client HTTP qui était fourni par cette librairie-là. Ensuite, on a regardé la suite de tests, c'est toujours un bon indicateur de qualité, et on a fait passer des outils d'analyse statique comme PHP-Stan et Psalm. Et là, le feeling qu'on avait eu sur Ganesha quant à sa qualité nous a été de suite révélé par ce genre d'outils. On s'est très vite rendu compte que cette librairie, bien que fonctionnelle et très utilisée, avait pas mal de problèmes de conception. Du coup, on a fait ce que fait toute équipe qui a un besoin critique, on a réinternalisé ce besoin. Donc on a fait notre propre implémentation du design pattern, on a gardé la rétrocompat de PHP 5.6, on a fait notre adapteur Guzzle 5, on a fait une suite de tests de tarés, on s'est régalé, et on a mis dès le départ des outils comme PHP-Stan. C'est plus facile d'utiliser ces outils quand on commence de zéro pour s'assurer d'un super niveau de qualité. Donc cette librairie-là, à l'heure d'aujourd'hui,
Elle est très bonne, elle est utilisée sur tout notre écosystème, et donc vous pouvez l'utiliser sans problème. Resiliency, c'est le fork que j'ai fait. Donc moi, j'ai voulu expérimenter en dehors des besoins de PrestaShop ces besoins-là de résilience, notamment tout l'aspect monitoring, analytics, dispatchement d'événements, comment trigger un circuit breaker, comment l'ouvrir, comment le fermer selon des événements. Et toutes ces choses-là, je voulais les faire dans un cadre bien distinct. Et du coup, j'ai créé cette librairie pour m'amuser, bien qu'elle soit stable et fonctionnelle, et que d'ailleurs, elle est tout à fait utilisable. Mes exemples se baseront d'ailleurs sur Resiliency. Alors, un circuit breaker, ça ressemble à quoi? C'est un simple objet qu'on va instancier, on va lui passer des paramètres, je reviendrai dessus. On va définir une fallback de response. Cette response, elle va recevoir des informations qui viennent du circuit, notamment des éléments de la requête qui a été tentée, l'exception, parce que si on est en réponse dégradée, c'est qu'il y a eu une exception, hein, on ne va pas envoyer une réponse dégradée s'il n'y a pas eu de problème. On va pouvoir construire dynamiquement, du coup, ce type de réponse. Et ensuite, on va pouvoir passer l'URL, l'URI, toutes sortes d'informations, la réponse dégradée, et tout un tas d'options qui peuvent servir soit à configurer le client, soit à configurer l'URL, tout dépend de la documentation de vos librairies. Alors, si vous devez faire vos propres circuit breakers, moi ce que j'ai retenu de toute l'expérience que j'ai acquise sur cet écosystème-là, que ce soit en PHP, en .NET ou en Java, c'est que vous allez avoir besoin de 3 trucs obligatoirement, et un 4e en nice to have. Les 3 premiers, c'est un client HTTP, vous allez me dire, oui, logique, forcément. On a un adaptateur dans Resiliency, on a un adaptateur dans la plupart des librairies. Et dans Resiliency, vous avez aussi l'adaptateur pour le client Symfony HTTP Client. On va avoir besoin d'un système principal. En gros, la configuration qui va vous permettre de définir le nombre d'erreurs autorisées, le timeout. Le timeout en situation de réessai. Parfois, votre service ne va pas répondre, ou en tout cas pas répondre à temps. Et parfois, vous voudriez avoir envie de quand même attendre un peu pour avoir la bonne réponse, plutôt que passer sur la réponse dégradée. Et c'est là où ça peut être intéressant pour certains appels d'avoir différents timeouts entre le système idéal et le système de réessai de disponibilité. Enfin, le threshold, ça va être le temps qu'on va attendre avant de revérifier la disponibilité du système. On va avoir besoin d'une notion de stockage, ça c'est assez spécifique à PHP. PHP, entre 2 requêtes, normalement, il meurt, mais votre circuit breaker, lui, il a besoin de garder son état. Donc vous allez avoir un système de stockage, vous allez stocker les différents états, les différentes transitions, de sorte à pouvoir à appliquer le bon comportement à la retentative du service. Enfin, moi je suis très fan de ce design pattern, observateur, tout ça. Le fait d'avoir un event dispatcher dans ce type de librairie, ça va vous permettre de faire du log, du monitoring, ça va vous permettre de trigger la réouverture d'un circuit breaker selon vos propres données, c'est-à-dire de faire de la réouverture automatique, ça peut être sur du redéploiement, ce genre de choses, de fermer un serveur, de fermer et d'apporter une réponse dégradée le temps d'une maintenance, donc ça vous permet de faire ça aussi. Et donc, en fait, ça rend super puissant ce système, ce design pattern qui est super simple de base. Un petit exemple dans Symfony 4, du coup. Donc, alors, avant d'en parler, je fais un petit appel à l'aide. Je n'ai pas fait de recette flex. Je manque de temps et j'avoue, je manque un petit peu d'expérience sur ce système de recettes. Par contre, la personne qui m'aidera, moi, je suis prêt à la publier et je suis prêt à la maintenir sur la durée. Clairement, je pense que c'est le genre de truc qui doit être embarqué dans les applications en Symfony. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'au final, on va aller type-inter sur l'interface, un petit peu d'auto-wiring, quelques lignes de YAML pour la configuration du système, et automatiquement, que ce soit dans vos contrôleurs, que ce soit dans vos services, que ce soit dans tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir directement appliquer un comportement dégradé, quelle que soit la situation. Et j'en termine quasiment là-dessus. Ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer. Je pense que vous avez été bien sensibilisés sur les enjeux, sur le fait que ça vous concerne. Ce type de librairie, c'est dur à implémenter, mais ce travail, d'une certaine façon, PrestaShop l'a fait pour vous, mais pas que. Maintenant, le boulot, il va être de votre côté. Moi, ce qui me ferait super plaisir, c'est que lundi, vous regardez vos applis, et les systèmes qui sont critiques pour votre application, vous allez voir vos équipes produits et vos équipes fonctionnelles, et vous définissez avec elles, d'accord, mais si ça tombe, on fait quoi? Et vous l'implémentez. Et si vous faites ça, éventuellement, moi je m'en fous que vous n'aimiez pas ma conf et que vous mettez 0, mais si vous faites ça, pour moi j'aurais gagné. Ça sera un succès. Sur ce, merci beaucoup.
Et autopromo, on recrute, évidemment, mais comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a faim. Merci pour la conf. Dans tous tes slides, tu parles de la librairie avec Guzzle. Est-ce qu'il est facile de l'adapter avec quelque chose d'autre comme un appel système ou une base de données? En fait, j'ai pas encore essayé, mais sur le contexte, oui, parce qu'en fait, même ta base de données, finalement, c'est un appel. C'est une IP avec des identifiants que tu passes, donc te connecter à ta base de données, c'est un appel aussi, donc il n'y a aucune raison. Tu pourrais très bien faire un database adapteur et t'en sortir. Ça n'a pas été expérimenté, mais je ne vois pas ce qui empêcherait dans les contrats définis de le faire. D'ailleurs, si tu veux le tenter, contribue-le. Moi, j'ai bien envie de jouer avec ça. OK. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça ne peut pas répondre à la PSR7 complètement, en fait, ce circuit breaker? À quoi, pardon? À la PSR7, que ce soit soi-même un client HTTP. Alors ça tombe bien parce que je suis en train de faire une PR sur ma librairie pour qu'elle soit compatible PSR7, PSR17 et 18. Et du coup, la réponse dégradée ne retournerait pas une string, ce qui est le cas des contrats actuels, mais une réponse PSR7. D'ailleurs, ça a beaucoup d'autres intérêts, c'est-à-dire que là, si on veut juste récupérer les headers d'une requête, c'est-à-dire aller taper sur un service tiers pour juste récupérer des headers, notamment pour juste des identifiants de connexion, à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir faire un adapteur adapté pour ça, ce qui est un peu dommage. Et du coup, mon idée à terme, dans une version V2 qui arrivera le jour où j'ai du temps, c'est-à-dire très bientôt, on aura directement l'objet response, PSR7, parce que moi je suis plutôt fan des standards, et du coup, même si ça ne plaît pas à tout le monde, moi je vais tout caler derrière ça. Donc ça a ses contraintes et ses avantages. Donc oui, dans l'idée, ça arrive. D'ailleurs, la PR est là, si tu veux y jeter un œil, avec grand plaisir. C'est pas simple à faire, par contre. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir directement Michael. Maintenant, c'est la pause déjeuner. Et reprise des conférences, ici à 14h15 pour la présentation des speakers. Merci.